sous AVK pour une fibrillation atriale. Et une fois, il est venu me chercher tout affolé. Alors, j'étais au bloc, je suis sorti. Bon, je pensais que c'était quelque chose de très grave. Il me dit, mon généraliste m'a envoyé en urgence vous voir. Oui, c'est quoi le problème? C'est que l'INR est à 3,4. Donc, 3,4, c'est pas du tout une catastrophe, quoi. Hein. Il faut rien faire. Hein. Fallait juste diminuer la dose des antivitamines K. Si vous voyez sur ce tableau-là, la cible c'était 2,5. L'INR est inférieur à 4. Il faut juste diminuer un peu les AVK. C'est tout. Et donc, ce médecin, il ne s'est pas géré. Donc, il était un peu inquiet. Tout ça parce qu'il ne s'est pas corrigé un INR. Et ce que j'ai dit aux patients, même si ce n'est pas très déontologique, j'ai dit, écoutez, ce médecin, vous ne le reverrez plus. Hein. Si vous me suivez, vous le reverrez plus parce que à chaque fois, il va vous envoyer aux urgences pour des choses qui ne nécessitent pas. Donc, ça, c'est en cas de surdosage symptomatique, c'est-à-dire en cas d'hémorragie grave. Hémorragie grave, bon, vous avez fait de la gastro, donc vous savez un petit peu les critères d'hémorragie grave, c'est surtout des critères hémodynamiques, donc une baisse de la tension, ou bien une augmentation de la fréquence cardiaque et un retentissement. Hémorragie avec un retentissement, soit parce que l'hémorragie est importante, soit un retentissement fonctionnel. Si, par exemple, un traumatisme crânien, ça peut être très grave, même si le saignement n'est pas très important. Une hémorragie cérébrale peut être grave. Une hémorragie intraoculaire peut être grave parce qu'on peut perdre sur le plan fonctionnel l'œil. Donc, c'est ces cas-là qui nous font peur. Et ce qu'il faut faire, il faut bien sûr arrêter les AVK et mesurer l'INR en urgence. Si on a un INR disponible rapidement, on va administrer le PPSB. Hein. Le PPSB, c'est les facteurs de la coagulation, 2, 7, 9, 10. D'accord? À une dose qui est adaptée à l'INR. Si l'INR n'est pas disponible, on va administrer une dose standard de 1 ml par kilo. Et on rajoutera de la vitamine K, 10 mg, en privilégiant la voie orale. Et on contrôle l'INR dans 30 minutes. Si l'INR reste toujours supérieur à 1,5, il faut refaire la même chose. D'accord? Bien sûr, s'il y a une hémorragie active qu'on peut arrêter, par exemple un ulcère qui saigne, il faut faire des mesures d'hémostase aussi, hein, clipper l'ulcère. S'il y a une plaie ou bien une hémorragie qui est accessible à un traitement, on va dire, direct, il faut bien sûr agir dessus, tout en corrigeant les troubles de l'hémostase engendrés par les AVK. Alors, on a terminé avec les AVK. Je pense qu'on a dit l'essentiel. OK? On va parler un petit peu des anticoagulants oraux directs. Donc, on les nomme directs parce que, contrairement aux AVK qui agissent indirectement, vous l'avez compris, sur la synthèse des antivitamines K, ces anticoagulants oraux directs agissent directement
en inhibant directement les derniers effecteurs de la coagulation, qui sont le facteur 2 et le facteur 10A. La thrombine, c'est le facteur 2A et le facteur 10A. En inhibant ces facteurs directement, en se liant à ces facteurs, ils vont les inhiber. OK? Alors, il y a deux grandes classes, si vous voulez. Les inhibiteurs directs non peptidiques de la thrombine, inhibiteurs directs de la thrombine, c'est-à-dire qui agissent sur le facteur de A. Il y a une seule molécule, c'est le dabigatran. Et les inhibiteurs directs du facteur 10A, il y a plusieurs médicaments dont le nom se termine par xabon. Il y a le rivaroxabon, l'apixabon et l'édoxabon. Alors, ils ont une action, contrairement aux AVK, directe et rapide sur le 10A et le 2A plasmatique, et même le 10A et le 2A qui sont liés à la fibrine, c'est-à-dire au niveau du caillou qui est en train de se constituer. Ils ont une origine synthétique, ils ont un début d'action très rapide par rapport aux AVK qui est de 3 jours. Les AOD, les anticoagulants oraux directs, ont un début d'action de 3 heures. Donc, action assez directe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin de les associer aux héparines au début du traitement. OK? Diminution de la concentration plasmatique et baisse de l'effet 12 heures après l'arrêt du traitement. Donc, début rapide et fin d'action rapide. Voici ici les caractéristiques pharmacocinétiques. Ils ont pour la plupart une excrétion rénale qui les contre-indique en cas d'insuffisance rénale sévère avec des degrés variables. Pour le dabigatran, c'est 80% d'élimination rénale. Donc, on est un peu plus exigeant en termes de fonction rénale. Et il est contre-indiqué à partir d'une clairance à la créatinine de moins de 30 millilitres par minute. Pour les autres, les anti-10A, c'est plutôt 15 millilitres par minute. Donc, on est un peu plus tolérant parce que l'excrétion rénale est moins importante qu'avec le dabigatran. Les indications, c'est presque les mêmes que les AVK avec quelques nuances. Donc, on avait dit tout à l'heure, si vous avez bien suivi pour les AVK, fibrillation atriale. Maintenant, pour les AOD, on précise un peu plus. C'est fibrillation atriale non valvulaire. Ça veut dire quoi, la fibrillation atriale valvulaire? Ça veut dire une FA qui est associée à un rétrécissement mitral. D'accord? Il se trouve que ces médicaments, ces AOD, n'ont pas été testés en cas d'une FA associée à un rétrécissement mitral. Donc, ils n'ont pas la même dans cette indication. OK? Donc, même indication, FA, mais excepté la FA valvulaire. Donc, on ne dispose pas d'études avec ces médicaments. Toujours, si le Schatz-Vask est supérieur à 1. Alors, je vous rappelle les critères de Schatz-Vask. Le C, c'est une atteinte cardiaque. Ça veut dire soit insuffisance cardiaque ou une baisse de la fraction d'éjection. H, c'est hypertension. A, c'est l'âge. Supérieur à 75 ans, c'est 2 points. Supérieur à 65 ans, c'est 1 point. D, c'est diabète. S, c'est stroke. Accident vasculaire cérébral ischémique, c'est 2 points. VA, c'est atteinte vasculaire, soit atteinte coronaire, carotide ou artérielle périphérique. On parle de lésions significatives, c'est-à-dire supérieures à 50%.
Et SC, c'est le sexe catégorie et 1 point pour les femmes. Donc, l'indication, elle est formelle si le Schatz basque est supérieur à 1. S'il est à 1, c'est discutable. S'il est à 0, il n'y a pas d'indication. OK? Donc, maladie thromboembolique veineuse. Hein, c'est le traitement curatif de l'embolie pulmonaire non grave et de la thrombose veineuse profonde. Petite précision ici, embolie pulmonaire non grave. Hein? Qu'est-ce que c'est l'embolie pulmonaire grave? Qui peut me répondre? Vous avez fait le cours, non? Embolie pulmonaire grave, c'est quoi? Rien, aucune... Non, on n'a pas fait le cours. Ah bon? Pour Vous n'avez pas l'instant. fait le cours sur l'embolie pulmonaire? Non, pas encore. Non, non, pas encore. Ah bon? D'accord. Bon, embolie pulmonaire grave, c'est une embolie qui est associée à un état de choc. Dans ces cas-là, il faut le traitement anticoagulant ne suffit pas, il faut thromboliser le CAU. Thromboliser et en association avec les héparines. D'accord? Et donc, en cas d'embolie pulmonaire non grave, on peut mettre les AVK ou bien les AOD. En cas de thrombose veineuse profonde aussi, pareil. En cas de contexte néoplasique. Alors, vous savez très bien que chez le patient cancéreux, c'est un facteur de risque de thrombose veineuse profonde et d'embolie pulmonaire. Bon, vous n'avez pas fait le cours, mais je vous le dis, ces patients-là, les AVK en cas de thrombose veineuse ne marchent pas très bien. D'habitude, on les traite par les héparines, souvent des HBPM, des héparines de bas poids moléculaire, pendant des mois, avec des injections. Les AVK ne marchent pas très bien chez le patient qui a un cancer avec une maladie thromboembolique veineuse. Il se trouve que les AOD marchent aussi bien que les héparines, sauf en cas de néoplasie de l'estomac. Bon, pourquoi on ne sait pas. C'est les études. Vous savez que maintenant, on est à l'ère de la médecine fondée sur les preuves. Il se trouve, quand on a fait des études, que les patients qui ont néoplasie de l'estomac, on n'a pas pu prévenir les récidives ou l'aggravation des thromboses veineuses ou des embolies pulmonaires avec les AOD. Mais ça marche dans les autres types de néoplasie. Traitement préventif de la maladie thromboembolique veineuse en post-opératoire, surtout en cas de chirurgie de la hanche et du genou. Vous savez que la chirurgie du bassin est une chirurgie très pourvoyeuse de maladies thromboemboliques veineuses. Et aussi la chirurgie du genou. Donc ces médicaments, les AOD, on peut les prescrire en prévention prophylactique. Ce n'est pas le cas des AVK. Hein. Donc c'est à peu près les mêmes indications, mais il y a quelques nuances dont je suis en train de développer maintenant avec vous. Alors, modalité de prescription. Vous voyez sur ce tableau, chaque médicament a ses dosages et en fonction de la pathologie. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, vous pouvez le lire tranquillement après cette slide ou bien vous le trouverez sur le polycopie. Alors, les contre-indications. Vous avez le saignement en cours, évidemment. Si quelqu'un saigne, il faut arrêter les AVK, les AOD ou n'importe quel anticoagulant. En cas de maladie hémorragique, par exemple, quelqu'un qui est hémophile, en cas d'insuffisance rénale sévère, avec une clearance inférieure à 15 en cas de l'apixaban, le rivaroxaban et l'édoxaban. Et je vous ai dit tout à l'heure que pour le dabigatran, il est plus exigeant. Une clearance inférieure à 30 est une contre-indication. La grossesse, l'allaitement et l'insuffisance hépatique
sont aussi des contre-indications absolues. Comment surveiller ces médicaments? Un des gros avantages par rapport aux AVK de ces médicaments, c'est que ça ne nécessite pas de faire une surveillance biologique, c'est-à-dire des INR répétés, comme avec les AVK. Il faut juste faire au début du traitement un bilan rénal et un bilan hépatique pour exclure une contre-indication. C'est tout. Après, bien sûr, quelqu'un qui n'est pas insuffisant rénal peut le devenir avec le temps. Surtout, ces médicaments, les prescrits souvent chez les sujets âgés. Donc, il faut quand même faire un bilan rénal une fois par 6 mois ou une fois par an en fonction du profil de risque de développer une insuffisance rénale chez votre patient. Et en fonction aussi de sa fonction rénale de base. S'il était près de l'insuffisance rénale, il faut peut-être faire des bilans plus rapprochés. Alors, vous avez vu qu'avec les AVK, on avait deux antidotes, la vitamine K et le PPSB. Avec ce genre de médicaments, on a d'antidote que pour le dabigatran. C'est l'hydracizumab. L'hydracizumab, c'est comme, vous savez très bien que maintenant, il y a beaucoup de médicaments qui se terminent avec zumab et c'est des fragments d'anticorps. Hein? L'hydracizumab, qui est l'antidote du dabigatran. Les inhibiteurs du facteur 10A, c'est-à-dire l'hexabon, n'ont pas encore d'antidote. Ça, c'est un inconvénient. Si vous avez une hémorragie avec ce genre de médicaments, c'est un peu galère. Voilà, on a terminé avec les anticoagulants par voie orale et on passe maintenant aux anticoagulants par voie parentérale. On va commencer bien sûr par les héparins. Alors, les héparins. Professeur, permettez. Oui. Sur quel critère repose le choix des molécules tenant compte, disons, qui a une fonction hépatique et rénale normale. Pourquoi on choisit, par exemple, des antivitamines K, mais pas des anticoagulants directs? Très bonne question. Donc, on avait vu qu'il y a des indications, certaines indications sont spécifiques aux AVK, d'autres plutôt spécifiques aux AOD. Par exemple, quelqu'un qui a une thrombose veineuse profonde, qui a un cancer, c'est clair, on ne va pas lui donner les AVK parce que ça ne marche pas. D'accord? Quelqu'un qui a un RM ou un syndrome des antiphospholipides, un RM avec une FA ou bien un syndrome des antiphospholipides, les AOD ne marchent pas dans ces cas. Donc, il faut donner des AVK. Après, il y a des pathologies où on peut prescrire l'un ou l'autre. Par exemple, une maladie thromboembolique veineuse chez quelqu'un qui est indemne de cancer. Là, le choix, je ne vous ai pas dit qu'en termes d'hémorragie, les AOD donnent plus d'hémorragie au niveau digestif et les AVK donnent plus d'hémorragie au niveau cérébral. Donc déjà, un point pour les AOD, parce que je préfère saigner au niveau digestif qu'au niveau cérébral. Deuxième avantage pour les AOD, c'est que ça ne nécessite pas de surveillance d'INR, qu'on a une dose standard pour tout le monde. On n'a pas à augmenter la dose, baisser la dose, demander au malade de faire un régime. Tout ça, c'est des contraintes pour le patient. Donc, les AOD, c'est beaucoup mieux. La contrainte des AOD, c'est que c'est des médicaments qui sont très chers, qui coûtent dans les 6 000 dinars par mois et qui ne sont pas remboursés. Donc, vous avez aussi cette contrainte. Si vous avez un patient qui peut se le permettre, moi, personnellement, je leur conseille les AOD. Je parle
sûr, les indications communes, hein, qui va se permettre, évidemment, dans ces cas-là, avec. OK? Est-ce que c'est clair? Docteur, vous pouvez reprendre. Le son s'est coupé. On n'arrivait pas à vous entendre. Vous n'avez rien entendu depuis que je. Non, c'est les 2 dernières phrases. D'accord. Donc, je disais plutôt AOD quand il y a une indication commune, parce que ça donne des avantages pour le patient, pas d'INR, pas de régime AVK, plutôt des hémorragies digestives que cérébrales, mais ça coûte cher. Donc, il y a des patients que ce n'est pas remboursable. Il y a des patients qui ne peuvent pas les acheter. Donc, dans ces cas-là, vous n'avez pas vraiment le choix. Voilà. Maintenant, on passe aux anticoagulants par voie parentérale, les héparines. Alors, les héparines, c'est des mucopolysaccharides d'origine animale. Le site actif est un pentasaccharide qui se lie à l'antithrombine 3. Donc, le complexe héparine-antithrombine 3 va inhiber le facteur 10A et le facteur 2A. OK? Les deux. Et l'origine, elle est animale, donc avec une inhibition équivalente du facteur 10A et du facteur 2A. Le poids moléculaire est très hétérogène, entre 3000 Dalton à 40 000 Dalton. Donc, vous voyez, plus la chaîne polysaccharidique est longue, plus on a une inhibition équivalente du facteur 2A et du facteur 10A. Plus la chaîne est courte, on a une préférence au facteur 10A. Donc, le complexe antithrombine héparine se lie préférentiellement au 10A si la chaîne polysaccharidique est courte. Si elle est longue, c'est une inhibition et du 10A et du 2A d'une manière équivalente. Alors, les héparines non fractionnées. Les héparines non fractionnées, il y a 2 formes. L'héparinoate de sodium qui s'administre par voie veineuse et l'héparinate de calcium qui s'administre par voie sous-cutanée. Il y a les présentations, donc 1 millilitre, ça c'est pour l'héparinate de sodium. 1 millilitre, c'est 50 mg et c'est équivalent à 5000 unités. Donc, on l'administre par voie intraveineuse continue à la seringue électrique. La demi-vie est très courte, donc dès qu'on arrête, on perd l'effet en quelques heures. Demi-vie 60 à 90 minutes. Dégradation rapide par le foie et le système réticulo-endothélial. Système réticulo-endothélial, ça veut dire les cellules, les macrophages dans les tissus. D'accord? Et l'endothélium vasculaire. C'est ça le système réticulo-endothélial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça ne passe pas par le rein. Ça veut dire utilisable si insuffisance rénale. Le délai d'action est immédiat. Dès que vous commencez l'injection, vous allez avoir l'effet. Et la posologie curative, c'est une dose de charge en IVD de 50 unités kilo, sans dépasser 5000 unités, suivie de 12 à 15 unités kilo heure en IV continu. L'héparinate de calcium, la présentation est différente. 1 millilitre, il n'y en a pas 5000 unités, mais 25 000 unités. Ça s'administre en voie sous-cutanée en 2 à 3 injections par jour. Demi-vie de 4 heures. Délai d'action un peu plus prolongé que l'héparinate de sodium, 30 à 60 minutes.
et l'effet disparaît en 8 à 14 heures. La posologie curative, c'est 500 unités kilo par 24 heures, en 2 à 3 injections subcutanées par jour. La posologie préventive, c'est de 5000 unités chaque 12 heures. Alors, en cas de grossesse et allaitement, les héparines ne traversent pas la barrière placentaire, donc, et pas excrétées dans le lait maternel. Donc, utilisable et chez la femme enceinte et aussi lors de l'allaitement. Je vous ai dit tout à l'heure que les AOD sont contre-indiqués en cas de grossesse, les AVK contre-indiqués en cas de grossesse au premier et au dernier trimestre. Donc, dans ces cas-là, il faut prescrire les héparines. Seule alternative, si vous avez par exemple une femme enceinte qui a une valve mécanique, au premier trimestre et au dernier trimestre, il faut passer aux héparines. Les indications, maladie thromboembolique veineuse, y compris l'embolie pulmonaire grave. Je vous ai dit tout à l'heure pour les AVK, mais surtout à la phase aiguë, parce qu'on ne va pas prescrire les héparines pendant des mois, sauf, bon, en tout cas pas les HN. On peut prescrire des HBP1 pendant longtemps, mais pas les HN. En cas de syndrome coronarien aigu, en cas de relais des anticoagulants oraux avant chirurgie, par exemple, vous avez un patient qui est sous AVK et qui doit bénéficier d'une chirurgie. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête les AVK, on les remplace par les héparines. Et on arrête les héparines quelques heures avant la chirurgie. OK? Donc, ce qu'on appelle un relais. Un relais aussi des anticoagulants oraux chez la femme enceinte, premier au troisième trimestre. En cas de thrombose de valve, si vous avez une thrombose de valve, bien sûr, on peut être amené à faire une chirurgie, mais dans certains cas, quand elle est bien tolérée, on peut essayer l'héparine. Si le patient a été mal anticoagulé par les AVK, le temps de la fonte du thrombus. En cas d'ischémie aiguë de membre et en cas de thrombus intracavitaire, surtout on relaie aux AVK. Les contre-indications, c'est l'hypersensibilité à l'héparine et aussi la TIH, la thrombopénie induite par l'héparine. On va détailler ça tout à l'heure. Lésions organiques susceptibles de saigner, la péricardite. La péricardite, pourquoi? Parce que quand vous avez une péricardite, vous avez une inflammation au niveau entre les deux feuillets pariétal et viscéral, et qui dit inflammation dit hyperémie, et qui dit hyperémie, ça peut entraîner un éclatement des petits vaisseaux qui participent à l'inflammation. Si vous avez un saignement dans le péricarde, c'est très grave, ça peut entraîner une tamponnade et le décès du patient. L'endocardie, le saignement en cours, bien sûr, et maladie hémorragique constitutionnelle. Il y en a plusieurs. Comme l'hémophilie, par exemple, comme certaines maladies hémorragiques, le mal hydromyosulaire, etc. Alors, les effets secondaires, bien sûr, on peut avoir des hémorragies. On peut avoir une nécrose cutanée au point d'injection sous-cutanée. On peut avoir une thrombopénie induite par l'héparine, on va en parler. Et l'ostéoporose peut se voir en cas d'utilisation très prolongée à dose curative des héparines. Alors, la TIH, c'est quoi? Il y a deux types. Le type 1, qui survient durant les 5 premiers jours de l'instauration du traitement, qui est généralement pas grave. Et le type 2 survient le plus souvent entre le 5e et le 21e jour, avec un pic au 10e jour.
mais elle peut survenir à n'importe quel moment du traitement. Comment on fait le diagnostic? C'est la réduction du taux de plaquettes de 30 à 50%, avec ou sans manifestation thrombotique ou hémorragique. Le mécanisme étant immunoallergique et le diagnostic se pose avec le dosage des anticorps anti-PF4. PF4, ça veut dire facteur plaquettaire 4, parce que c'est des anticorps dirigés entre ce facteur plaquettaire 4. L'héparine doit être arrêtée dès la suspicion diagnostique. Il ne faut pas attendre la confirmation avec le dosage des anticorps anti-PF4 pour arrêter l'héparine. Et elle doit être remplacée, si besoin, si l'indication d'anticoagulant est formelle, par l'orgaron qu'on va voir tout à l'heure. C'est un autre anticoagulant. Alors, la surveillance. Donc, il faut, comme pour les AVK, on a l'INR, pour les héparines, on a le TCA, hein, qui doit être obligatoirement dosé au moins une fois par jour. Donc, vous avez compris que c'est des médicaments qu'on utilise à l'hôpital, les HNF, hein, les héparines non fractionnées. Le TCA doit être entre 1,5 et 2,5, pas entre 2 et 3, hein, c'est 1,5 et 2,5. Pour l'héparine sous-cutanée, le premier TCA, on le dose à mi-temps, après, entre la deuxième et la troisième injection. Donc, on fait la première injection et on ne fait rien, on ne dose pas le TCA. Après la deuxième injection, on dose le TCA. En cas d'héparine par voie intraveineuse, le TCA doit être mesuré 4 heures après le début du traitement. Il faut surveiller le taux de plaquettes parce qu'il y a le risque de TIH au début du traitement. Ce chiffre va servir de référence. Puis 2 fois par semaine pendant les 3 premières semaines. Vous savez maintenant pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là où il y a le pic de survenue de TIH. Puis, au-delà de 21 jours, 1 fois par semaine, si le traitement est prolongé. On peut aussi utiliser l'héparinémie, hein, comme alternative au TCA. Parfois, par exemple, dans certains cas où on utilise des doses très importantes d'héparine, mais on a un TCA qui ne bouge pas. Donc, vérifier avec l'héparinémie. Donc, la dose cible de l'héparinémie, c'est 0,3, 0,6. Mais le standard, c'est d'utiliser le TCA, OK, pour la surveillance. En cas de surdosage en héparine, alors si le patient est sous héparine, qu'il y a hémorragie ou bien nécessité d'une chirurgie en extrême urgence, et que le TCA est supérieur à 1,5, il faut neutraliser l'héparine. L'antidote, c'est sulfate de protamine. Une unité de sulfate de protamine neutralise une unité d'héparine. Voilà. Les héparines de bas poids moléculaire, les HBPM, elles sont obtenues par fractionnement des HNF avec conservation du pentasaccharide actif. Donc, le site actif, on essaie de conserver le site actif et on va réduire la longueur du mucopolysaccharide. On a dit tout à l'heure que plus la chaîne est courte, plus on a une sélectivité, une activité antifacteur 10A par rapport à l'activité antifacteur 2A. Alors, les indications en traitement curatif de la maladie thromboembolique veineuse, excepté l'embolie pulmonaire grave, où il faut prescrire des HNF. Au début du traitement, où on relaie des AVK ou certains AOD. Parce que les AOD, souvent, on les prescrit d'emblée seuls, sans avoir besoin de traitement par des héparines.
sauf pour le dabigatran. Je ne vous ai pas précisé ça. Le dabigatran, dans les études, ils l'ont utilisé en association avec l'héparine au début du traitement. Mais les autres, l'hexaban n'a pas besoin d'un traitement anticoagulant par voie parentérale au début. Traitement de la maladie thromboembolique veineuse au long cours en cas de cancer associé, ça je vous l'ai déjà dit. Traitement préventif de la maladie thromboembolique veineuse, vous savez très bien qu'un malade alité, par exemple, en post-chirurgie, souvent on prescrit du Lovenox, de l'enoxaparine en sous-cutané pour prévenir la maladie thromboembolique veineuse à des doses préventives. Syndrome coronaire aigu avec ou sans susdécalage séquestré et en relais en cas de chirurgie ou chez la femme enceinte au premier ou troisième trimestre. C'est comme les HNF. Normalement, par exemple, si vous avez une patiente qui a une valve mécanique, en principe, c'est les HNF. Mais les HNF, c'est très lourd parce que ça nécessite une hospitalisation, un TCA tous les jours. Nous, on prescrit plutôt des HBPM, même s'ils n'ont pas la même. OK? Excusez-moi, je dois calmer un peu les enfants, sinon vous n'allez rien entendre. Excusez-moi 2 minutes. Les enfants, je suis en train de faire le cours. D'accord?